Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale d'Express Orient consacrée au 20e anniversaire de l'invasion de l'Irak par l'armée américaine et ses alliés. 20 mars 2003, le ciel de Bagdad est rouge de feu. Les Irakiens ne le savent pas encore, mais l'avenir de leur pays va basculer. De cette guerre violente et du chaos qui en découlera, il nous reste des images fortes. 9 avril 2003, déboulonnage de la statue de Saddam Hussein, la fin d'un dictateur, la fin d'un régime. Il sera arrêté en décembre de la même année et pendu 3 ans plus tard, en 2006. Avril 2004, il y a aussi ces images des abus américains et du scandale d'Abu Ghraib, puis celle des chars américains qui profanent le cimetière saint de Najaf. Les insurgés qui combattent l'armée américaine se multiplient et la guerre fait rage. 2006, l'Irak fait un pas de plus vers le chaos. L'attaque contre la mosquée de Samarra marque le début de la guerre entre chiites et sunnites. Elle aboutira sur l'émergence du groupe État islamique et la prise de plusieurs villes irakiennes comme Mossoul. Enfin, l'image du départ des Américains en 2011. Ils laissent derrière eux un pays détruit par la guerre, le tissu social déchiré par les luttes confessionnelles et l'action politique paralysée par la lutte des clans. Notre invité Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette spéciale consacrée à l'Irak. Comment peut-on décrire l'Irak d'aujourd'hui, Adel Bakawan? L'impasse. L'Irak est tout simplement dans l'impasse politique, l'impasse économique, l'impasse sociale, l'impasse à tous les niveaux. Malheureusement, 20 ans après, c'est vraiment, on est dans l'enfer de l'impasse. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste des traces de cette guerre chez la jeunesse? Absolument. Chez la jeunesse, bien sûr, cette guerre-là a détruit la jeunesse irakienne. Et même la jeunesse actuelle subit les conséquences de cette guerre. Dans les années 70, par exemple, je vous donne l'exemple des femmes. Parmi les femmes, on avait 47% des médecins de femmes médecins en Irak. Aujourd'hui, parmi les femmes, surtout les jeunes femmes, 85% des femmes n'ont pas accès à l'emploi. Vous voyez, 80. Par exemple, chez la jeunesse irakienne, dans une grande province comme les provinces du sud d'Irak, le taux de chômage arrive à 75%. Bien évidemment, cette jeunesse paye encore les conséquences de cette guerre. On voit ces conséquences et d'ailleurs 20 ans de guerre et de chaos. Certains jeunes Irakiens n'ont connu que ça. D'autres ont connu l'avant et l'après. Ils se souviennent. Témoignage compilé par Bilal Tarabé. Une paix précaire, mais une paix tout de même. Car quand les Irakiens se souviennent du 20 mars 2003, ils revoient ces images. La situation était très pénible. Les bombardements des maisons et des quartiers étaient intenses. Des gens ont été tués et les avions de guerre volaient partout. La chute du régime s'est produite en quelques semaines. Il y avait une sorte de bonheur et on pouvait voir la joie sur les visages des gens. Fin 2003, Saddam Hussein est arrêté, puis condamné à mort 3 ans plus tard. Ali Hassan, dont les frères ont été tués par le régime du dictateur déchu, a témoigné contre lui lors du procès. C'était le moment que toutes les victimes de Saddam Hussein attendaient. J'ai ressenti une grande fierté et un grand honneur. Anna Edouard, militante féministe irakienne, se souvient quant à elle des victoires sociales qui ont suivi la chute du régime de Saddam Hussein. Le 8 mars 2004, le quota de 25% de femmes au Parlement a été inclus. Ce fut la 2e victoire du mouvement civil. Mais l'Irak va rapidement s'enfoncer dans ce qui sera près de 20 ans de crise. Attentats, rébellion contre l'occupation américaine, la guerre contre l'organisation État islamique et le soulèvement récent de la jeunesse contre le gouvernement. Actuellement, lorsque vous voulez vous exprimer ou revendiquer vos droits, ils vous affrontent avec des armes et vous tuent. Il n'y a pas de différence avec le régime précédent. Aujourd'hui, l'Irak reste sous la menace de déstabilisation. Selon un haut responsable irakien, il y aurait toujours plusieurs centaines de combattants de l'organisation État islamique encore actifs dans le pays.
Alors Adel Bakawan, on a entendu le reportage de Bilal Tarabé qui parle de cette situation sécuritaire qui est très compliquée, qui était très compliquée pendant toute cette période. Où en est-elle aujourd'hui cette situation sécuritaire? La situation sécuritaire est compliquée parce que l'État central a perdu le monopole de la violence. Désormais, cet État central n'a pas ce monopole de la violence. Vous avez d'autres groupes armés qui produisent la violence en dehors de l'État, en dehors des institutions étatiques. Par exemple, les organisations miliciennes appartenant à Hashd Shabi. Par exemple, d'autres organisations miliciennes qui n'appartiennent pas à Hashd Shabi, à la mobilisation populaire. Par exemple, la présence du PKK sur le territoire irakien. Par exemple, la présence du Daesh, qui est très, très active encore. Qui, rappelons-le, est né en Irak. Daesh, absolument. Le leader de Daesh, al-Baghdadi, est irakien. Le leader est un Irakien. La base sociale est... Daesh, c'est l'acronyme qui veut dire Dawla al-Islamiyya fil Iraq wa Sham, donc État islamique en Irak et au Levant. Absolument, absolument. La base sociale de Daesh est irakienne. Les cadres dirigeants de Daesh sont irakiens. Le dirigeant le calife lui-même est irakien. Sans l'Irak, Daesh n'aurait jamais avoir cette existence. Alors donc, dans tout ça, et sans parler bien évidemment, les tribus, toutes les tribus en Irak disposent des armes et donc producteurs, productrices de la violence. La sécurité en Irak, malheureusement, est dans un état déplorable. Alors, en dehors de cet enjeu sécuritaire, quels sont les autres gros enjeux de l'Irak aujourd'hui? Pour moi, l'enjeu principal, l'enjeu dramatique, le plus grand, le plus majeur, vraiment, c'est la démographie. Pourquoi la démographie? Parce que tout simplement, en 2003, lorsqu'Irak a été occupé par les États-Unis d'Amérique, on n'était que 24 millions. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on est 42 millions. Selon toutes les estimations, en 2050, on sera 80 millions. 80 millions Irakiens. Alors, tout en sachant que l'Irak, chaque année, à cause du réchauffement climatique, perd 100 km de sa terre. Alors, la question est désormais posée, comment en 2050 l'État irakien pourra nourrir une population de 80 millions? Et on va partir à Falloujah, où notre correspondante a réalisé un reportage. Elle y a interrogé un ancien soldat de l'armée irakienne qui, une fois dissoute par l'armée américaine, a rejoint la résistance à l'appel du dictateur déchu. Extrait de ce long format billet-retour, témoignage sur le basculement vers la violence. J'étais militaire en 2003, quand les Américains ont envahi le pays. Ils ont démantelé l'armée. Alors je me suis retrouvé sans rien. Puis on a reçu un appel de Saddam Hussein pour défendre le pays. Les tribus ont appelé à prendre les armes pour la terre et pour l'honneur. Tous les révolutionnaires, dont moi, ont suivi cet appel. On a tous rejoint les groupes de résistance. Au début, il faut comprendre que tout le monde portait des armes. Certains allaient chercher les équipements, d'autres combattaient, d'autres délivraient des messages, faisaient du renseignement, mais tout était civil. Al-Qaïda profite alors du chaos et s'implante dans la ville au début de l'année 2004. Certains insurgés rejoignent le mouvement, d'autres déposent les armes. Pour moi, la résistance a été vendue, trahie, quand Al-Qaïda est entré dans la ville et a travaillé par ses propres moyens. Les vrais résistants se sont retirés, ils n'ont pas rejoint Al-Qaïda, car leurs membres légitimaient le meurtre de policiers, de gardes nationaux, d'Irakiens. Nous, nos seuls ennemis, c'étaient les Américains. Aujourd'hui, ces anciens rebelles ne parlent plus de leur passé, par peur d'être associés à ces groupes terroristes. Beaucoup sont partis d'Irak. Avec ceux qui sont restés, on a repris notre vie. Certains sont handicapés, mais beaucoup sont morts. Avec les survivants, on se salue, mais c'est tout. Alors Adel Bakawan, on voit que des décennies après l'invasion américaine, en Irak, le pays est plongé dans l'instabilité politique. Est-ce que ce nouveau gouvernement peut faire avancer les choses? Écoutez, le gouvernement de Mohamed Shia al-Soudani, pour moi, est une opportunité extraordinaire pour les Irakiens. À l'échelle de la subjectivité de la personne, Mohamed Shia al-Soudani, je pense que c'est l'acteur le plus intègre du champ politique irakien. Il a exercé
presque toutes les fonctions au sein de cet État irakien. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un dossier de corruption. Il n'y a jamais eu une histoire, un récit négatif. Donc, c'est un homme intègre qui est à la tête de cet État. Je lui ai parlé à plusieurs reprises. Il a une vision stratégique pour l'Irak. Maintenant, la question est, est-ce que les hommes, est-ce que les acteurs qui protègent le régime l'empêchent ou pas? C'est ça la question fondamentale. Alors justement, est-ce que ce petit basculement sur la scène géopolitique, le rapprochement entre Téhéran et Riyad, peut aider à ce changement, peut aider ce Premier ministre irakien à aller de l'avant et à se détacher du joug iranien aussi? Écoutez, là aussi, je vois un point vraiment optimiste et positif par rapport à l'Irak. Tout ce qui s'est passé pendant 20 ans en Irak, il y avait quand même une main invisible de l'Arabie saoudite et de la République islamique de l'Iran. Ces deux grandes puissances du système régional transférer leurs désaccords et régler leurs désaccords sur le sol irakien. Un accord entre les deux capitales, Riyad et Téhéran, pourrait vraiment apaiser la situation irakienne. Merci beaucoup Adel Bakawan. Très rapidement, un mot d'espoir pour l'Irak? L'espoir pour moi, c'est avoir Mohamed Shia Soudani à la tête de ce gouvernement. Si la communauté internationale l'accompagne, il pourra réussir avec bien évidemment la volonté positive des acteurs irakiens. Merci beaucoup Adel Bakawan. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission spéciale consacrée au 20e anniversaire de l'invasion américaine et de ses alliés en Irak. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. T'as les passeports? Je suis un extraterrestre, papa. Oui. Bah non, c'est toi qui les as. Ah bah non. Ah bah si. Regarde. Ah bah si. Tenez, madame. La météo avec Carrefour Voyage. Élue meilleure agence pour vos vacances. Carrefour, bien plus que des courses. Vous, au moins, vous pouvez voir la météo avec Aesio Mutuelle. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui.